Nous sommes ici dans le cabinet doré, dans les appartements de l'intendant du garde-meuble. Alors c'est un lieu hautement symbolique pour nous puisque finalement vous voyez autour de nous l'ensemble des partis pris qui ont conduit notre action dans la restauration de ces appartements et plus largement d'ailleurs sur l'ensemble de l'hôtel de la Marine. L'hôtel que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de l'hôtel de la Marine est au début une partie d'un projet d'urbanisme puisqu'il y a la volonté de créer une place en l'honneur du roi Louis XV. Donc une statue équestre va être construite sur l'actuelle place de la Concorde, donc sur la place qui alors s'appelait la place Louis XV. Et c'est le projet de Jean-Jacques Gabriel, qui est l'architecte des bâtiments du roi, qui va être retenu. Et Jean-Jacques Gabriel propose la création de deux grands monuments que nous connaissons aujourd'hui, donc l'hôtel de la Marine et son pendant qui accueille aujourd'hui le Crillon et l'Automobile Club, pour en faire une sorte de décor de théâtre, comme une façade finalement au fond de cette place consacrée à Louis XV. On décide assez tard, vers 1767, que ce bâtiment en cours de construction accueillera le garde-meuble de la Couronne. Donc le garde-meuble arrive au début des années 1770 et en 1789, lorsque le roi doit quitter Versailles, les administrations qui se trouvent à Versailles doivent le suivre et doivent trouver un lieu d'accueil à Paris. La proximité, les liens qui unissent le garde-meuble de la Couronne, qui est alors en place, Marc-Antoine Thierry de Villevray, et le secrétaire d'État de la Marine, fait que la Marine vient s'installer au garde-meuble de la Couronne. Puis ensuite vient la Révolution française, la disparition aussi du garde-meuble qui est mis sous scellé, et à partir de 1797, la Marine prend possession de l'ensemble du bâtiment jusqu'en 2015, à la fin de l'année 2015, où l'administration de la Marine rejoint Ballard, et où le monument est confié au Centre des monuments nationaux. Le visiteur aura plusieurs choix lorsqu'il arrivera à l'hôtel de la Marine. S'il a peu de temps, environ 45 minutes, il pourra choisir d'aller visiter les grands salons 19e et la loggia. S'il a plus de temps, il choisira le grand tour et avant d'aller visiter le salon 19e et la loggia, il découvrira les appartements de l'intendant dans lesquels nous nous trouvons. Donc ce sont des appartements qui proposent une distribution typique du XVIIIe siècle avec des pièces de réception et puis plus on s'éloigne, plus nous rentrons dans les pièces privées avec deux parties très séparées avec les appartements de monsieur constitués d'un grand cabinet, de sa chambre, d'un cabinet de physique, d'un cabinet des bains. Et de l'autre côté, les pièces donc, de réception avec, après le grand vestibule, la salle à manger, le salon de compagnie dans lequel nous nous trouvons. Et dans l'enfilade, la partie réservée plutôt à madame, avec sa chambre et son cabinet bibliothèque. Il y a également une autre séquence qui permettra vraiment de découvrir l'univers du premier intendant du garde-meuble qui a occupé ces lieux, Pierre-Élisabeth de Fontagneux, avec sa chambre, le petit cabinet au miroir et le cabinet doré qui était le cabinet de travail de Fontagneux. Le cabinet des miroirs est un lieu tout à fait exceptionnel. Fontagneux était connu pour être un grand libertin, il aimait beaucoup les danseuses d'opéra et effectivement ce décor de miroirs extrêmement fin qui l'entourait, avec des miroirs aussi au plafond, avec une banquette dessous, laisse bien deviner et comprendre quel lieu de séduction ce lieu pouvait être. Le visiteur pourra découvrir ces grands salons 19e qui ont donc été décorés par la Marine et qui étaient vraiment les pièces de réception de la Marine. Au XVIIIe siècle, ces pièces accueillaient les objets les plus prestigieux de la collection royale, les armes, les bijoux de la couronne, des pièces d'orfèvrerie, des bronzes, des tapisseries également. Donc ces pièces ont été très largement modifiées au XIXe siècle et présentent vraiment un décor d'apparat extrêmement intéressant. Le visiteur pourra découvrir
découvrir également au bout de cette enfilade le salon diplomatique dans lequel se trouve le bureau sur lequel Victor Schœlcher a signé le décret de l'abolition de l'esclavage. Il découvrira aussi dans cette salle, finalement dans son décor même, une trace du vol des bijoux de la couronne qui s'est produit en 1792. Nous sommes ici dans le cabinet doré, dans les appartements de l'intendant du garde-meuble. Alors c'est un lieu hautement symbolique pour nous puisque finalement vous voyez autour de nous l'ensemble des partis pris qui ont conduit notre action dans la restauration de ces appartements et plus largement d'ailleurs sur l'ensemble de l'hôtel de la Marine. Donc comme vous le voyez à côté de moi, nous avons souhaité vraiment retrouver ces peintures 18e qui étaient présentes à plus de 80% dans les appartements. Et cette pièce est d'autant plus exceptionnelle que lorsque nous sommes arrivés, c'était complètement recouvert d'une cuisine en inox avec un carrelage au sol, puisque c'était la cuisine en fait qui était utilisée par la marine pour desservir la salle à manger qui se trouvait à côté. Et nous avons eu la chance de découvrir que plus de 60% du décor avait été conservé, avec notamment cette corniche absolument magnifique, très finement sculptée. Vous voyez aussi que nous avons toujours privilégié les matériaux anciens et en particulier les textiles anciens. C'est par exemple le cas de ce damas cramoisi. Nous avons pu retrouver suffisamment de damas cramoisi du XVIIIe siècle pour retendre les murs. Et les deux cheminées que vous voyez de part et d'autre sont deux cheminées qui n'étaient pas dans cette salle et que nous avons retrouvées dans d'autres salles, dont l'une cachée derrière une paroi, une cloison légère. Et puis évidemment ces deux magnifiques meubles qui m'entourent et qui sont exceptionnels par leur facture et par leur histoire, ce sont des meubles qui ont été commandés à Jean-Henri Risner en 1771 par Fontagneux sur sa cassette personnelle, alors que Jean-Henri Risner n'est pas encore ébéniste du roi. C'est finalement l'œuvre qui va le faire connaître et qui fera qu'en 1774 il devienne ébéniste du roi. Et Fontagneux, qui est une vraie tête chercheuse, qui est un vrai homme très cultivé, qui connaît extrêmement bien le mobilier et le garde-meuble, va découvrir finalement Risner au travers de ces deux œuvres. La table des muses, qui est à ma gauche, est toujours restée dans les collections nationales, puisqu'en 1830, il y a une nouvelle vague de vente. Et la table des muses reste dans les collections nationales parce que l'on pense complètement à tort qu'elle a été utilisée par la reine Marie-Antoinette, tandis que son pendant, le secrétaire à abattant, est lui vendu. Il part à l'étranger, en Angleterre, où on perd sa trace. Il revient chez un antiquaire français dans les années 1960. Et puis, il est à nouveau vendu, il repart en main privée. Et en 2018, à l'occasion d'une succession, ce meuble réapparaît sur le marché de l'art et nous avons eu la chance de pouvoir l'acquérir. Et Versailles, qui est propriétaire de la table des muses, a accepté que cette table revienne à l'endroit pour lequel elle a été créée.